Quand on parle de science-fiction, on pense rapidement aux superproductions venues des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier la France où, par exemple, Pierre Boulle publie La planète des singes en 1963. Et on peut encore remonter jusqu'au célèbre Jules Verne, l'un des précurseurs de ce qui deviendra la science-fiction. Bonjour. Moins connu, Maurice Renard, 1875-1939, peut également prétendre à ce titre. Édouard Louis Victor Maurice Renard naît le 28 février 1875 à Châlons-sur-Marne. Son père, Achille Renard, est nommé président du tribunal de Reims la même année. Maurice est bachelier en lettres et philosophie en 1894. Il s'enthousiasme pour Edgar Allan Poe, Auguste Villiers de l'Isle-Adam ou encore Erckmann Chatrian. En 1896, il est appelé sous les drapeaux pour mener 3 ans de vie militaire. Il est nommé maréchal des logis en 1897. Il lit Jules Verne, H. G. Wells. En 1890, il est bachelier en droit pour respecter la volonté paternelle, mais il veut consacrer sa vie à l'écriture. Il s'enthousiasme pour les symbolistes, les parnassiens. Il ressent les influences de Pierre Loti, Jean Lorrain, Rosny-Aîné, Wells, Poe ou encore Henri de Régnier. En 1901, il compose un long poème en hommage à Victor Hugo. Il édite Vox Seculi à compte d'auteur en 1902. Il se marie avec Stéphanie Labattie en 1903. Il fréquente alors le cabaret Le Chat Noir à la butte Montmartre. En 1904, il prépare son premier recueil de contes et nouvelles. En 1906, le docteur Lerne est dédié à Wells. Apollinaire écrit « Son roman, le docteur Lerne, est véritablement une petite merveille de fantaisie gracieuse, cultivée et aisément savante. Ce roman subdivin des métamorphoses n'est pas inférieur au conte de Voltaire et se tient, à mon sens, au-dessus des fantaisies de l'anglais Wells auquel il est dédié. » Août 1908, paru dans La Phalange. En 1909, il est admis comme adhérent de la Société des gens de lettres. Il publie alors Du merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès, puis Le voyage immobile. En 1911, Le péril bleu est achevé. Il devient sociétaire de la Société des gens de lettres en 1913. En 1914, c'est la mobilisation générale. Consécration de Maurice Renard, Les mains d'Orlac adaptées au cinéma, puis parution de son plus grand succès, La jeune fille du yacht, roman sentimental qui semble rompre avec son univers de prédilection. Maurice Renard meurt le 18 novembre 1939. Je vous propose l'écoute de 2 nouvelles de Maurice Renard, successivement La main morte, suivie de La sonnette, extrait du recueil intitulé Le carnaval du mystère, publié en 1929. Démons et merveilles, Michael Darjoy. J'avais 9 ans lorsque ma mère mourut. Une pleurésie l'emporta. Elle était jeune et très belle. Je l'aimais passionnément. Cet amour éperdu, inquiet, farouche, emplissait ma vie. La mort de ma mère faillit me tuer. Je restai plusieurs semaines en danger,
brûlant de fièvre et délirant, coiffé de glace. Un jour, pourtant, mes yeux cessèrent de plonger dans le monde des fantômes. Ils se rouvrirent à la réalité. J'aperçus, penché sur moi, le visage anxieux de mon père. Nous vécûmes durant plusieurs mois dans une étroite intimité, serrés l'un contre l'autre. La mémoire de maman régnait sur nous comme un charme funèbre et bien-aimé. Mon père m'adorait. Il faisait des prodiges de tendresse pour tâcher de remplacer auprès de moi celle qui n'était plus. Je sais d'ailleurs qu'à cette époque, ma santé lui donnait de cruelles inquiétudes. Les médecins avaient parlé d'une rechute possible qu'il fallait à tout prix éviter. Et sans doute, mon père me chérissait-il, non seulement de tout son immense amour paternel, mais encore de tous les regrets que lui laissait son malheur. J'étais, à ses yeux, un portrait de la morte, son image imparfaite mais sensible, quelque chose d'elle qui continuait. J'étais aussi l'incarnation présente d'une étreinte passée, un baiser fait chair et resté vivant. Loin de moi la pensée d'avilir le moins du monde l'affection forcenée dont il m'enveloppait, mais, en quelque sorte, je faisais partie des reliques qu'il conservait pieusement. Photographies, rubans, fleurs sèches et robes, triste musée commémoratif dont j'étais, pour lui, la pièce inestimable. Cependant, mon père n'avait pas 35 ans. Il était robuste et plein de fougue. Son tempérament le portait à la joie, sa force à l'activité. Voyant, ou croyant voir, mon chagrin s'assoupir, il prêta l'oreille aux appels de la vie. Peu à peu, doucement et sans heurts, ainsi qu'on désenlace l'enfant qu'il dort enfin, il reprit ses habitudes et d'abord ses travaux. C'est alors que je découvris la main morte, qui, de tous mes souvenirs d'enfance, est à la fois le plus terrible et le plus merveilleux. Petit garçon vêtu de noir, maigre et rêveur, j'errais souvent à ma guise dans la maison silencieuse que mon imagination sans frein repeuplait de maternité. Je recherchais, avec une sombre frénésie, tout ce qui pouvait évoquer la présence illusoire de ma mère. Ainsi, trompant la surveillance distraite des bonnes, il arriva que je m'introduisis dans la chambre de mon père et que j'ouvris le tiroir aux reliques dont l'existence m'était inconnue. Une main blanche attira mon attention. Je me rappelle le bouleversement profond, le tumulte violent que je ressentis à la vue de cette main coupée, blafarde, qui était celle de ma divine, de mon adorable mère. Je n'étais qu'un enfant. J'ignorais ce que c'est qu'un plâtre. Il m'était impossible de comprendre que mon père avait fait mouler, sur le lit mortuaire, la main de sa compagne. Cet objet mystérieux me glaça d'épouvante et de volupté. Une terreur étrange, incomparable, faisait battre mon cœur à grands coups. 1000 émotions diverses bousculaient ma pensée. J'aurais été fort incapable d'analyser ce chaos pathétique où je démêle à présent tout ce que peuvent engendrer dans un esprit impressionnable les idées enchevêtrées de cadavres, de mutilations, de revenants, de pièces anatomiques, de survie, de cimetières et d'au-delà. Longuement, je considérais sans y toucher la chose sépulcrale, la chose de cercueil et de caveau, doutant qu'elle fût là, chez nous, dans un tiroir, parmi des boucles blondes, des dentelles, des gants qu'elle avait épousés, dans ces parfums de femme déjà tout altérés par des senteurs de vieillissement, de vitrine et de poussière. Innocent que j'étais, sa lividité me semblait la couleur même de la mort, sinon la teinte des apparitions. Qu'était-ce que cela ? Était-ce embaumé, préparé, pétrifié ? Cela tenait-il du spectre ? Non, non.
Je n'aurais pas touché cette main-là pour un empire, et mon effroi se doublait confusément d'une poignante tristesse, celle d'appréhender le contact de ces doigts fuselés dont les caresses m'avaient ouvert pourtant le paradis des bonheurs enfantins. J'étais hypnotisé par cette ombre blanche et matérielle qui éternisait la main exsangue de ma douce maman. Enfin, quelque alerte me fit quitter la chambre précipitamment. Mais, à dater de ce jour, il y eut dans la maison quelque chose de prodigieux. Il me sembla qu'un peu de ma mère était inhumée dans la chambre de mon père, ou plutôt que sa main, réfugiée là, lui survivait d'une façon larvaire et inexplicable. J'avais peur. Le soir, dans ma couchette, quand mon père s'était retiré après m'avoir souhaité bonne nuit, des sueurs froides m'inondaient à la pensée de dormir si près de la main. Celui qui partageait avec elle la solitude des ténèbres me faisait l'effet d'un héros. Faut-il que l'horreur de la mort soit puissante pour transformer en épouvantail ce qui fut l'extase de nos sens? Jamais plus je ne retrouvai l'audace de rouvrir le tiroir tombal qui communiquait avec le pays des trépassés. Mais souvent, j'allais jusqu'à la porte de la chambre et, sans oser même l'entrebâiller, j'écoutais le silence, indéfiniment, dans l'espoir terrifié de percevoir, par-delà cette porte, quelque frisselis d'outre-tombe, comme celui d'une araignée livide et monstrueuse en marche vers l'épouvante des petits enfants. Maman m'avait tant aimé. Pouvait-elle ne pas venir à moi, si restait d'elle quoi que ce fût qui pût venir vers quelqu'un? 18 mois s'écoulèrent. Mon père était redevenu un homme parmi les hommes. Ses amis avaient reparu. La maison s'animait de leurs visites, parfois bruyantes. Le salon cessa d'être un lieu désolé. De loin en loin, mon père invitait à dîner quelques intimes. Il eut un vêtement rayé. Je me rappelle la première cravate de couleur qu'il remit. Je me rappelle surtout l'après-midi lourde de silence où quelqu'un, en attendant sa rentrée, prit la liberté d'ouvrir le piano et de jouer. J'étais au 3e étage, dans la salle d'études, courbé sur un devoir. Le calme avait tant d'ampleur qu'il semblait être une espèce de nuit sans obscurité. Je n'entendais que ma plume grincer. Et voilà qu'une phrase musicale monta vers moi à travers la solitude des chambres. Le piano de maman. Résonnait-il seulement dans mon cerveau? N'était-ce là qu'un souvenir hallucinant? Mais tout de suite, je pensais la main, et je me figurais, avec un luxe inouï d'inventions terrifiques, ce que j'eusse sans doute aperçu, caché, par exemple, derrière un rideau. Le piano, le tabouret vide et la main agile courant sur le clavier. Cela ne dura que le temps d'en frissonner. La musique affolante se tut soudain. On ferma des portes, en bas, et la voix de mon père m'appela. Je le trouvai dans l'escalier, qu'il montait à grandes enjambées, ayant encore la canne sous le bras et le chapeau sur la tête. Il y avait dans ses yeux une inquiétude que je connaissais bien. Il me regarda vivement, de toute sa tendresse, et sourit en me voyant sourire. « Me voilà, petit. Ça va? Je te reverrai tout à l'heure. Je suis au salon avec Madame B. » Aucune allusion au piano. Il n'était pas de précaution que mon père ne prit pour m'épargner l'ombre d'un émoi, d'une frayeur, d'un malaise quelconque. C'est pourquoi je ne savais pas qu'il sortît, le soir, de temps en temps, pour aller au théâtre et même chez des amis où l'on dansait. Il eût craint
de raviver ma grande peine en me montrant que les plaisirs l'avaient reconquis et qu'il pouvait les goûter sans ma mère. J'étais si farouche. Avec quelle sauvagerie je repoussais toutes les tentatives qu'il faisait pour me procurer les joies de mon âge. Un soir, cependant, j'eus l'intuition qu'il allait sortir. Cela se devinait. J'étais couché. Il vint, comme d'habitude, m'embrasser. Mais il ne m'embrassa point comme tous les jours. Ses baisers furent plus longs, plus appuyés. Il ne pouvait rejeter ce maintien si indescriptible et si vague d'un homme qui va s'en aller et que cela trouble. « Vous sortez, papa ?» Il perdit encore un peu de son assurance, mais mon père exécrait le mensonge, et il me répondit affirmativement. « Où allez-vous ?»« Chez madame de F. »« C'est un bal ?»« Oui, » dit mon père d'une voix anxieuse, avec un regard implorant. « Et vous rentrerez tard ?»« Mais non. » Et brusquement, son départ. « Bonsoir, petit. À demain. Dors, dors vite. » S'il m'avait embrassé une dernière fois, il ne serait pas parti. Il aurait bien vu qu'il ne fallait pas partir. Mon front moite, mes mains froides le lui auraient fait comprendre. Mais il eût attribué cette fièvre au chagrin plutôt qu'à la peur. Il ignorait ma découverte macabre, et ne se serait jamais douté que, si je tremblais de tous mes membres, c'était à penser que les domestiques couchaient dans les mansardes et que bientôt je serais tout seul, à quelques pas de la main morte. Ah, quelle transe, quelle agonie! Mais ne dit-on pas que les extrêmes se touchent? Et si je ne prononce pas le mot « désir », comment rendrais-je les affres singulières dont je frémissais? Ici, toutefois, ma mémoire s'embrume. J'ai beau la solliciter, il m'est impossible de retrouver quelles furent mes sensations après que mon père m'eut quitté pour aller s'habiller. On peut supposer que la tension de mes nerfs provoqua une sorte d'engourdissement. Toujours est-il que je n'entendis pas se clore la porte de la rue, bien que toute mon attention fût dirigée dans ce sens. J'ai dû m'assoupir et, tout à coup, secoué par ma torpeur, sans savoir pourquoi ni comment. Peut-être le murmure d'une approche insolite avait-il frappé mon oreille. Je revois ma chambre à demi éclairée par une veilleuse, les meubles avec leur ombre embusquée derrière eux, les portières de tapisserie reculées dans le clair-obscur incertain. Un léger bruit, nettement réel, me dressa, rigide, les yeux braqués dans la direction de l'alarme. La main blanche m'apparut. Elle agrippait une portière, assez haut, et tournant lentement autour de la bordure en agitant les doigts, pareil, en un mot, à cette araignée de cauchemar, humaine et blafarde que j'avais conçue. Je jetai les bras en avant pour la repousser et pour l'attirer tout ensemble, grelottant d'épouvante et d'amour. Un cri atroce m'échappa. « Maman !» Puis je répétais beaucoup plus bas. « Maman ?» Mais il y avait 3 semaines que la main morte était venue me trouver dans ma chambre. Entre mes 2 cris, 21 jours avaient passé sur mon inconscience. Pour la seconde fois, la méningite me faisait grâce. Certains chocs furent si violents qu'ils laissent en pleine âme une trace ineffaçable. Même dans l'âge mûr, le souvenir en surgit de toutes pièces et nous les rend telles quelles, avec leur vigueur primitive. L'image de la main morte, agrippée à la portière, demeure intacte au cœur de mes rêves. L'explication du mystère est rangée dans un autre compartiment de ma mémoire. Peut-être aussi nous répugne-t-il d'éteindre sur un fait la magique phosphorescence qu'une illusion lui a prêtée. Je veux en venir à ceci.
qu'il m'arrive d'oublier à dessein les éclaircissements que mon père me donna lorsque je lui contais le drame et lui avouais ma frayeur. S'il n'avait pu dissimuler son agitation ce soir-là, c'est que le bal de Madame de F était un bal costumé, et qu'en s'y rendant, mon père rompait sans qu'on en pût douter avec tout un passé de constance. Retiré dans son appartement, il s'était grimé et déguisé. Mais, sur le point de partir, il avait cédé au besoin de me voir endormi. Et, à pas de loup, retenant son souffle, cachant sous un manteau noir sa souquenille de soie blanche, un grand Pierrot plein de solitude s'était approché de ma chambre. Il avait écarté la portière d'une main attentive et toute enfarinée. Dans cette main lunaire, coupée au poignet par la manche noire qui m'était apparue dans les ombres de ma terreur, j'avais crié. Mon père s'élança. Je ne distinguais déjà plus rien. Retranché du monde sensible, je venais de plonger dans un royaume obscur, dont nul ne saurait dire s'il est celui des morts, et si les mers que nous pleurons n'y bercent pour un temps nos âmes douloureuses. La main morte de Maurice Renard. Une nouvelle extraite du recueil Le Carnaval du mystère, publié en 1929. De nombreux enfants éprouvent une peur des fantômes ou des êtres d'un autre monde dès leur plus jeune âge. Pour beaucoup d'entre eux, ces peurs et ces angoisses disparaissent à l'adolescence. Mais pour d'autres, la peur demeure. Elle peut même s'aggraver et devenir une phobie chronique et potentiellement débilitante. Les traumatismes ou les événements pénibles, tels que la mort de la mère du petit dans la nouvelle que je viens de vous narrer, sont susceptibles de créer une véritable et perpétuelle phobie. Démons et merveilles, Michael Darjoy. C'est dans le genre vénérable des histoires de fantômes que l'adaptabilité et l'imagination de Maurice Renard se manifestent le mieux. Ces récits vont du roman à la Sherlock Holmes, où l'on rejette le surnaturel par déduction, jusqu'au récit terrifiant où se produit un inexplicable pourtant tangible. Je vous invite à écouter La Sonnette, une nouvelle du même auteur, extraite également du recueil titré Le Carnaval du mystère, publié en 1929. Une sourde puissance, je ne sais quel instinct profond et irrésistible, me poussait à revenir au berceau de mon enfance. J'étais affreusement las, désabusé. La vie, toute une vie, m'avait trompé. Mon passé n'était issu que de défaites, et la vieillesse, pourtant, m'avait déjà saisi de ses doigts secs. De tous mes biens, il ne me restait que la vieille maison campagnarde où mes jeunes années avaient gambadé dans l'ensoleillement des étés lointains. Je voulus la revoir après 20 ans. Ce fut tout à coup un désir impérieux, dont les raisons se mêlaient en moi confusément. Il me semblait que j'allais retrouver là toutes sortes de douceurs mélancoliques, quelque chose des morts qui m'avaient tant chéri,
un peu de tendresse familiale, ne fût-ce qu'en poussière, et demeurer là, éparse, fantomale, ma jeunesse bien-aimée qui m'offrait, pour y pleurer, son épaule d'ombre. Qu'était-ce, véritablement, que ce pèlerinage? Qu'allais-je chercher dans la vieille maison fermée depuis 20 ans? Un réconfort? Une caresse? Un appel à l'énergie? Un voluptueux surcroît de douleur? Ou une invitation à la retraite? Je pris le train. Je voyageais vers le passé. Une voiture villageoise m'attendait à la station où je descendis. Enfin, le vieillard qui, depuis 20 ans, gardait le domaine, ouvrit pour moi le portail vermoulu et la maison décrépite. Le matin rayonnait. Par les fenêtres si longtemps closes, le grand soleil dardait sa lumière véhémente, et les bonnes vieilles choses, éblouies, m'en paraissaient gênées au point que je leur prêtais des yeux clignotants. La maison, que les paysans appelaient le château, était vaste. Je passais d'abord de chambre en chambre, avec une hâte singulière, impatient d'avoir parcouru le logis et de m'être assuré que rien ici n'avait changé d'un bout à l'autre et du haut en bas. Avais-je donc grandi depuis 20 ans? Ou bien la demeure avait-elle fini par se ratatiner comme une centenaire qu'elle était? Ce fut ma première impression, aussitôt noyée dans l'afflux tumultueux des souvenirs. Surgi du décor et de ses arômes, un monde d'apparitions émouvantes se levait sous mes pas. L'escorte de mon enfance m'entourait d'une foule irréelle et flottante. Une émotion exquise et pourtant funèbre me tenait à la gorge. Et maintenant, il me tardait de reprendre ma visite en détail et d'interroger chaque objet sur ce qu'il savait de moi-même. Le soir me trouva dans le salon. C'était l'heure où, jadis, les domestiques allumaient ces lampes dont les globes ne s'éclairaient aujourd'hui que d'un reflet du couchant. Je boutais la flamme à toutes les bougies des candélabres. Je me laissais tomber dans un fauteuil qui gémit. C'est alors que mes yeux, fatigués par toutes les visions d'une triste existence, fixèrent l'une des cordelières rouges qui pendaient de chaque côté de la glace surmontant la cheminée. L'une d'elles ne servait à rien. On ne l'avait posée là que pour la symétrie. L'autre était un cordon de sonnette. Je me levai, ému de tout ce que mon geste allait réveiller. Je tirai la torsade soyeuse qu'un gland terminait par de longs effilés. Des grincements coururent le long des corniches, et très loin, tout là-bas, dans l'office, une clochette tinta mélancoliquement. Ma solitude revêtit une sorte de deuil. Ah! Sonnette, sonnette agitée au fond du temps. Je me rappelais. Ces sonnettes surannées gardaient à mes yeux un prestige bizarre. Elles évoquaient une étrange frayeur enfantine. Autrefois, sur mes instances, c'était à moi que ma grand-mère laissait le soin de sonner ces gens. Monté sur un tabouret, j'étais fier de saisir, de mes 2 petites mains, le gland qui crissait, et de provoquer dans le lointain des êtres cette musique tintinabulante qui faisait accourir dans telle ou telle chambre Barbe ou Clémentine, Dominique ou Constant. À cette époque dorée, ma grand-mère entretenait un train de 6 domestiques. Chacun d'eux venait aux ordres selon le nombre des coups de sonnette. Il m'arrivait donc d'avoir à sonner 6 coups de suite. C'était, il m'en souvient, pour la cuisinière. Mais, un jour, il m'échappa. Et si je sonnais 7 coups? Si tu sonnais 7 coups? Me dit ma grand-mère, qui ne badinait pas avec l'éducation. Mais c'est le diable qui viendrait pour t'emporter. Le diable? J'en restais tout interdit. Et jamais, malgré de fréquentes envies,
Malgré de terribles tentations, jamais je n'avais eu l'audace de sonner les 7 coups redoutables, persuadé qu'au 7e, Satan serait sorti de la cheminée pour m'entraîner aux enfers. Or, ce soir-là, ce soir de détresse et de désespérance, l'idée baroque me vint de jouer avec mon ancienne terreur, d'enfreindre la puérile défense de feu ma grand-mère. Un sourire, dont je sentis la tristesse, effleura mes lèvres, et je tirai 7 fois la sonnette d'antan. Je savais bien, je savais trop que personne ne viendrait, surtout vêtu d'écarlate, l'épée au côté, la plume au chapeau. Personne ne vint, en effet, du moins de telle sorte que je puisse m'en apercevoir. Oh, ma douce, ma mystérieuse et naïve enfance, pensai-je seulement, qu'ai-je fait de toi? Plongé dans une amère rêverie, je regardais douloureusement le câble de soie dont ma main serrait encore l'extrémité. Ce câble constituait, somme toute, une excellente corde, solide et suffisamment longue. On l'eût passé fort aisément dans cet anneau qui marquait le milieu du plafond au centre d'une rosace. Mourir, mourir, oui, oui, me dis-je, voilà pourquoi je suis venu. D'une secousse, je rompis l'attache supérieure de la cordelière. La clochette éloignée eut un sursaut retentissant, et la corde rouge tomba dans mes mains. Je fis un nœud coulant. Mais une voix intérieure, une voix de vieille dame péremptoire, me dit tout à coup avec une honnêteté extraordinaire et une ironie sans pareille, « Eh bien, tu vois, le diable est venu, mon garçon !» Vraiment, je me sentis glacé de la tête aux pieds. Le crime que j'allais commettre sur moi-même m'épouvanta. Je rejetai le cordon de sonnette avec son nœud coulant, et je crois bien avoir murmuré quelque chose comme « Va des rétro, Satanas !» tellement j'étais las et faible en ce soir lugubre où j'ai chancelé. La sonnette de Maurice Renard, extraite du recueil intitulé Le Carnaval du mystère, publié en 1929 et qui comprend au total 32 nouvelles. Si Maurice Renard est tombé dans l'oubli, et c'est bien dommage, il était l'égal de Gaston Leroux et de Rosny Aîné. Des idées extraordinaires et, en plus, une très belle écriture. C'est pourquoi j'ai tenu à lui consacrer ce 4e programme sur cette même chaîne. En effet, vous pourrez retrouver 3 autres nouvelles déjà postées sur ma playlist, et ce depuis 3 ans. Il s'agissait de La Fêlure, Le Château hanté et La Rumeur dans la montagne. Si la curiosité vous démange ou vous dérange, c'est selon, vous aurez l'occasion de consulter dans le descriptif de cette vidéo les liens relatifs aux sources qui m'ont inspiré. Je vous invite à présent à reprendre une vie normale. À bientôt.